T'as trop de questions qui tourbillonnent. Demande à Dr Love. Ici, aucun sujet tabou. On en parle, c'est t'as le goût. Et si on parlait de sexe, bébé, sans avoir peur de s'exprimer, Dr Love est expert. Et c'est ça que c'est le temps de s'installer pour parler de le sexe. Bienvenue à nouveau à cet épisode de Dr Love. On est toujours en compagnie de Rosalie Bernèche, sexologue, et de Marie-Pierre, qu'est-ce que je peux dire? À chaque fois, mère en chef de le sexe. Okay. Ça fait bizarre, mais ça passe. Donc, si vous avez manqué les 2 premiers épisodes, on vous suggère fortement d'aller les écouter, ne serait-ce que pour le... Ne serait-ce que... Que pour l'ordre dans laquelle on avance dans ce chemin-là, en fait. Exactement. Puis si on fait des jokes de vagisil ou de pète de noun, vous allez comprendre. De vulpic. Vulpic, ouais, exactement. Donc, à la fin du dernier épisode, on mentionnait un peu justement la synchronisation de nos différentes composantes qui font qu'on est une personne, c'est-à-dire... par la pression qu'on pouvait avoir. Exact, notre tête, nos organes génitaux, notre cœur. Puis tu sais, c'est quelque chose qui est quand même... ça fait pas si longtemps que ça que qu'on c'est a tous abordé. séparé ça aussi, là. Et on ne le comprend pas encore tellement non plus. Scientifiquement, ça commence un peu à comprendre, mais au niveau de la société, on se pose encore beaucoup de questions. Il y a aussi une dualité entre les générations qui fait un gars, c'est un gars, une fille, c'est une fille, mais là, c'est comme, après ça, un gars, c'est une fille, puis après ça, tu sais. Puis, tu sais, moi, le débat, quand j'étais au secondaire en 2005, c'était l'homosexualité, mais tu sais, jamais c'était abordé que tu puisses te sentir mal dans les différents aspects de ton corps qui font que peut-être que tu n'es pas dans le bon genre biologique. Donc, toi, qu'est-ce que tu aurais à proposer à ce niveau-là, dans le fond, pour nous expliquer un peu c'est quoi? Parce que la question qu'on pourrait poser comme jeune, c'est est-ce que c'est normal que je sois pas bien dans mon corps ou est-ce qu'on est obligé de se sentir bien dans notre corps puis on doit vivre avec cette réalité-là, point final, ou, tu sais, mais la réponse à ça est probablement non, en fait. Effectivement, en très simple, il faut trouver une façon que tu sois bien dans ton corps, selon réglé. Moi. Fait qu'on arrête ça là, finalement, on passe à... Ouais, c'est ça. J'ai été obligée de te sentir bien. Il n'y a pas d'autre... Non, ben c'est ça, mais en même temps, c'est sûr que quand t'es jeune, tu peux te dire « Ah, je suis juste pas normale, je vais apprendre à vivre avec ça. » Puis, tu sais, alors qu'aujourd'hui, avec la société qu'on a, puis dans l'avancement qu'on fait, il y a des solutions. On peut se faire accompagner. On peut se faire accompagner. C'est important d'en parler. Il y a des gens autour de toi de plus en plus formés, pertinents à rencontrer pour t'aider là-dedans. De plus en plus de modèles, même, aujourd'hui, qui peut t'aider à trouver si c'est ça qui te parle, puis c'est vers là que tu penses que tu voulais aller, mais que tu n'étais pas capable de le nommer ou de mettre le doigt dessus, mettons. Et là, je pense que tu vas nous trouver sûrement des petits cues là-dessus. La première, excuse-moi, des choses, je pense que c'est important d'être bienveillant aussi envers nous, hein, quand que... C'est très humain là, de vouloir catégoriser, puis que, tu sais, ça soit noir ou blanc, puis que, tu sais, qu'on ait une vision. C'est beaucoup plus simple. C'est ça. C'est sécurisant là, pour l'humain de pouvoir mettre cette personne-là, mettons, dans une case. Là. OK, cette personne-là, c'est un mâle, par exemple. Cette personne-là, tu sais, c'est sécurisant pour l'humain de faire ça. C'est le même qu'on a survécu, en fait. Hein? Ça, c'est dangereux, ça l'est pas. Fait que, tu sais, je pense que c'est important de se donner cette bienveillance-là en arrivant, puis qu'on n'est pas une personne méchante parce qu'on comprend pas, tu sais, ou parce que on a des difficultés avec là, tu parles pas dans la personne qui le vit, mais plutôt dans la personne qui le reçoit ou dans la personne qui le voit. OK. Oui. La première des choses, je trouve ça important parce que souvent, on est comme... On veut aller se battre pour cette personne-là, on veut les accompagner, on veut, tu sais, comme être un peu la personne au football là, qui tasse tout le monde. Oui, OK. Mais je pense que c'est important aussi de s'accorder de la bienveillance à tout le monde, puis c'est normal que peut-être que du premier coup, on peut être choqué ou on peut ne pas comprendre ou ne pas, tu sais, avoir toutes les connaissances. Puis je pense qu'en ayant cette bienveillance-là, ça va donner le goût aux gens de s'éduquer puis d'aller chercher ces connaissances-là, tu sais. Fait que, une image, moi, que j'aime bien, là, puis que vous pouvez la googler, puis que c'est vraiment bien expliqué, là, ça s'appelle « The Genderbread Person ». Je pense que c'est la personne de pain d'épices. Ah, c'est un pain d'épices de personne. Oui, c'est ça, c'est une personne, c'est ça, exactement. Puis il vient vraiment séparer au niveau plus du cerveau, si on veut, du cœur, de tout le corps, un peu l'expression, puis au niveau des organes génitaux. Fait qu'au niveau du cerveau, ils viennent vraiment différencier au niveau de l'identité sexuelle. Fait qu'on parle vraiment de quelque chose qui est dans le ressenti, là. Tu sais, c'est pas nécessairement associé à nos organes, à notre corps, de quoi on a l'air, de comment qu'on parle, comment qu'on s'exprime. C'est vraiment de comment que je me sens dans mon cerveau, mon identité. Fait que moi, dans ma tête, Marie-Pierre, mettons, moi, dans ma tête, je me sens femme.
C'est ton identité de genre. C'est mon identité de genre que moi, j'associe dans mon cerveau, dans ma réflexion. Exact. Ce qui est intéressant avec le mouvement queer qui est arrivé avec les années, c'est un peu ce désir-là de venir enlever cette binarité-là absolue, hein, qu'il y a juste mâle ou juste femelle. Fait qu'il faut absolument que tu t'identifies à soit l'un à 100%, soit l'autre à 100%. Oui, OK. Fait qu'au niveau de ton identité de genre, il y a des gens qui vont s'identifier comme non-binaire, par exemple. Et ça, maintenant, sur certains formulaires gouvernementaux, on peut cocher, il y a homme-femme ou X qui serait, mettons, pour non-binaire. Ou bien... Fait que, tu sais, de plus en plus, là, au niveau légal, là, on peut... Alors ça, le non-binaire, c'est vraiment associé à ton identité. Exact. À que toi, tu réfères dans ta tête. C'est ça, exact. Fait que ce qui est intéressant avec cette image-là, si vous allez la googler, c'est vraiment vu comme un spectre un peu. Fait que, tu sais, tu peux, au niveau de se sentir femme, par exemple, mais tu sais, t'es pas obligé d'être femme à 100%. Tu peux aussi le mettre de, ben moi, je me sens femme peut-être à 70%, puis le reste, ben c'est juste, peut-être que c'est pas défini, peut-être que c'est non-binaire, peut-être que... Fait que c'est vraiment d'aller voir un peu comment tu te sens. Là, je t'écoute parler, puis je me dis, moi, je me suis toujours mieux entendue avec des gars qu'avec des filles parce qu'il y a beaucoup de traits de personnalité chez la fille qui me dérangeaient, dans le fond. Je suis comme assez gars dans le sens que je suis directe. Je porte pas toujours attention à l'émotion que l'autre peut ressentir. Ou, tu sais, des guéguerres de filles, ça me tapait ses nerfs. Tu sais, je m'associais vraiment plus à... Tu sais, encore aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis avec qui je crée des liens forts qui sont des hommes avant même les filles. Et dans le fond, c'est un peu là, dans mon identité, probablement que je me sens peut-être sans être 100% femme, ou là, je me trompe dans la ligne, puis Ça pourrait être ça. Tu sais, là, qui suis-je pour juger que c'est ça ton identité de genre ou pas? Je pense que dans la façon que tu me l'expliques, c'est peut-être plus au niveau de ton expression de genre. T'es peut-être moins stéréotypée, femme. Puis là, c'est ça, tu sais, l'expression de genre, on s'entend, ça part de construits sociaux. Tu sais, ça part de, justement, une femme, c'est ça, un homme, c'est ça. Fait que dans ton expression, ta façon, toi, Martha, tu sais, d'être femme, mais peut-être qu'effectivement, tu vas pas rejoindre ces critères-là ou ces standards-là au niveau plus féminin. Qui, en réalité, comme ils sont imposés plus par la société, c'est pas nécessairement dans ma tête, c'est plus dans... OK. C'est ça. Donc, c'est une autre sphère. C'est ça, exactement. Exact. Okay. Fait que, tu sais, comme au niveau de l'expression, justement, de notre genre, ben même si on s'identifie, même si t'étais genre à 100%, par exemple, au niveau de ton identité de genre, peut-être qu'au niveau de ton expression, t'es très androgyne. Tu sais, peut-être que tu vas avoir un style un peu plus qui se dit masculin ou, tu sais, peut-être même plus neutre, tu sais. Que nous, on appelait tomboy, genre. Exact. Ça, c'est dans ton expression. Dans ton expression. Fait comment tu vas t'habiller, parler, te maquiller, tes cheveux, tu sais, tes tatouages, tu sais, etc. Là. Comment tu vas te présenter physiquement, ce que les gens voient un peu, mettons, quand tu te présentes à eux. Fait que ça, c'est l'expression de genre. Oui, l'expression de genre. Donc, le fait que mon enfant de 4 ans adore porter du vernis à ongles, mon garçon, là, pour le nommer, adore porter du vernis à ongles. Puis moi, ce que je trouve magnifique, c'est que maintenant, il va à la garderie avec du vernis à ongles, puis il y a des amis garçons qui ont du vernis à ongles. Fait que déjà, à 4 ans, il y a comme cette... ce qui n'existait pas, en fait, quand on était jeunes, là. Cette acceptation-là. Puis, tu sais, moi, comme parent... C'est à cause de Jay du Temple, ça. Ouais, c'est sûr que c'est à cause de lui. Juste lui faisait ça. Personne d'autre faisait ça avant lui. C'est tout à cause de lui que ça a changé, ça. Non, mais moi, comme parent, tu sais, j'avais pas d'inquiétude dans le sens que je vis très bien avec tout ça. Puis moi, je suis tellement pro tout ce qu'on est en train de... Tu sais, je suis tellement vers là, puis j'essaie d'élever mon enfant dans toute cette idée-là. Puis ça me tient à cœur, mais je me dis, comme tu disais, même que si je veux donner de la bienveillance aux gens autour, je me dis, il va toujours peut-être avoir quelqu'un un peu plus, on va le nommer de même, vieux jeu, mettons, qui comprend pas la réalité 2023, qui va y arriver, va dire, voyons, les filles qui mettent du vernis à ongles, qu'est-ce que tu fais que ça? Fait que moi, dans la réflexion, sans vouloir influencer mon enfant, j'ai comme posé des questions en toute subtilité pour voir si tout allait bien, tu sais, dans l'expression de genre qu'il veut avoir. Puis j'ai réalisé qu'il s'était jamais fait nommer ou remarquer ou quoi que ce soit dans son service de garde. Ouais. Mais bref, donc ça, c'est dans l'expression de genre. J'aime ça. OK. Puis dans son identité, à lui, à moi ou quoi que ce soit. C'est vraiment dans notre ressenti de à quoi on s'identifie, tu sais. Puis on peut se poser la question, hein, si on n'avait pas des standards aussi rigides de ce qui est plus féminin, plus masculin, est-ce qu'on aurait ces inconforts-là? On peut se poser la question. Oui, est-ce que ça existerait, ces incongruences-là? On le sait pas, on n'est pas là-dedans, tu sais. Parce que moi, ce qui me mêle dans tout ça, c'est que tu parles du ressenti, mais mettons... Ah non, je comprends. Parce que dans notre cerveau, le ressenti, mais moi, je pensais aussi au cœur. Mais là, le cœur, c'est notre attirance. Oui, voilà. Là, je me suis répondu en même temps que je te parlais. Je suis désolée, la gang qui écoute vont faire comme « Hey, elle entre la fille, hein? » Ouais, le podcast, c'est comme « Mais c'est parce qu'on n'entend pas, Marie, ce que tu entends dans ta tête. » Faut que tu le dises avec ta bouche.
Mais c'est la prochaine chose, effectivement, au niveau de... Ils appellent ça l'attraction, c'est l'attirance, dans le fond. Tu peux avoir une attirance sexuelle et tu peux avoir une attirance romantique. Ça aussi, je pense que c'est quand même quelque chose qu'on essaie de différencier le plus parce que... Puis surtout au secondaire, où est-ce qu'on vit tous ces questionnements-là, des fois, on est comme... J'ai donc bien une relation intime puis de proximité. Mettons que moi, je suis une fille, je m'identifie fille avec cette femme-là qui s'identifie femme aussi. Mettons. Genre avec ta meilleure amie, mettons. Ouais. Tu sais, j'ai vraiment une belle proximité, une belle intimité. J'ai l'impression que ça pourrait peut-être être des sentiments amoureux, mais en même temps, j'ai pas d'attirance sexuelle, tu sais, envers cette personne-là. Fait que... C'est bon ce que tu nommes, parce que clairement, on peut relate comme ado à ça, là. Parce que des fois, notre meilleure amie fille, mettons, là, notre BFF, là, on est tellement en symbiose que, effectivement, il doit y en avoir plusieurs des fois qui se disent, mais là, tu sais, comme je l'aime-tu dans le fond, ou c'est vraiment plus une proximité amicale, ou... Voilà. OK. Puis après ça... Mettons, attends... Tu sais, moi, je me pose la question parce que, tu sais, moi, j'avais des boys. Tu sais, moi, j'ai été chanceux parce que tout a toujours été en symbiose, puis j'ai toujours été confortable avec le fait d'être un homme hétérosexuel. Puis j'ai toujours su que c'est les femmes qui m'attiraient. Puis, tu sais, même j'ai eu des débuts de questionnement comme peut-être que, puis non, c'est vraiment... C'est quand même assez clair. Ouais, exact. Ouais. Fait que, tu sais, dans le concept que tu viens d'expliquer, dans le fond, tu sais, moi, j'ai eu des chums de boys qui étaient des super amis là, avec qui je m'entendais, que n'importe quand, ils m'appelaient à 3 heures de la nuit, on faisait de quoi, là? Ben, je veux dire, tu sais, on allait jouer au bowling, genre. Mais, tu sais, pour moi, ça reste quand même de l'amitié. Mais le concept d'amitié, au travers du concept que tu viens d'expliquer, je suis pas sûr de me situer. Ben, je pense que de venir les différencier un peu, ces deux penchants-là au niveau de l'attraction, de l'attirance, ça vient aussi légitimer le fait qu'on peut être une personne asexuelle. Fait que, tu sais, d'avoir, par exemple, juste une attirance émotionnelle envers les gens, mais pas nécessairement d'avoir un désir sexuel, tout ça. Fait que je pense que ça vient aussi laisser une place à ces gens-là d'exister puis d'avoir le droit d'être là, tu sais. Mais effectivement... mais c'est bon ce que tu nommes, j'aime ça, vraiment, parce que c'est vrai que asexué, c'était comme... genre une bébite bizarre, là. C'est quoi ça, là? Ouais, c'est pas normal de pas penser à la sexualité. Ben oui, c'est pas normal qu'il ait jamais envie d'avoir de relations sexuelles ou d'être en couple, ou tu sais, parce qu'il est célibataire toute sa vie, c'est pas normal, puis il est vraiment... Mais t'as raison, ça vient vraiment démystifier ça, de le séparer. On voit vraiment une différence entre l'attirance romantique. Dans le fond, c'est ça que tu nommes, l'attirance romantique versus l'attirance sexuelle. Mais effectivement, la ligne entre amitié et amour, je pense que c'est très, très personnel au niveau de la définition que tu vas te faire. Peut-être que pour toi, justement, c'était très, très, très clair que c'était de l'amitié, puis ça va tout le temps le rester comme ça, puis tant mieux, ça veut dire que c'était clair pour toi. Ça veut dire que les délimitations, les limites étaient vraiment claires. Mais je pense que pour d'autres personnes, des fois, ils ont cette espèce de mélange de sentiments-là, puis peut-être qu'au final, ils vont conclure que c'était juste de l'amitié. Mais dans tous les films d'ados, là... Une amitié forte, là. C'est comme, ils sont des amis, elle puis le gars, puis là, au final, il y en a un qui est plus en amour avec, finalement, puis là, ça va-tu briser notre... j'aimerais ça qu'on reste des amis, mais là, lui, il veut plus. C'est ça, là, c'est tout le temps ça, là. Mettons, là, c'est super stéréotypé, je veux dire, mais des films de filles, là, c'est tellement différent des films de gars, là. Ah ouais, on est ailleurs. T'sais, nous autres, la seule passe des films de gars qu'on n'aime pas, c'est quand il est amoureux de la fille qui sort de nowhere. On fait comme, hey, peux-tu aller péter des gueules pour arrêter d'être en amour? Peux-tu passer à autre chose, là, ouais. Comment mon Dieu, ils sont en amour? Oh, j'espère tellement qu'ils vont finir ensemble. Nous autres, regarde, va tuer le méchant. Effectivement. Mais tu sais, s'il n'existait pas ces espèces de standards-là, est-ce qu'on dirait que c'est des films de gars, des films de gars? Non, c'est ça. Tu sais, je veux pas nommer de préjugés au type de film, mais tu sais, ça a été construit comme ça, pour attirer une audience de ce type-là, tu sais. Mais effectivement. Oui, puis ça fait en sorte que quand on déroge du cadre, ça suscite un questionnement, là. Exact. Exemple bien banal, là, à l'âge que j'ai, moi, aujourd'hui, là, j'adore écouter, genre, Drive to Survive sur Netflix, qui est comme l'iPhone. Puis le golf, puis tout ça, qui est sur Netflix, des documentaires. Puis là, à chaque fois que moi puis mon chum, on dit ça à nos amis, on écoute ça. Puis là, les gars sont... Ta blonde, elle écoute ça avec toi? Ben oui, j'aime ça autant que lui, là! Je suis comme, pourquoi que moi, j'ai pas le droit, genre, de me plaire pour vrai que, finalement, moi, je l'écoute sûrement pour juste faire plaisir à mon chum. Tu sais, moi, c'est sûr que ça m'intéresse pas tant que ça, là, dans le fond, là. Mais j'aime ça autant que lui, OK? Non. Mais moi, je suis vraiment... Puis, tu sais, je suis vraiment un homme féministe. J'ai été élevé majoritairement par ma mère. J'ai 2 filles, j'ai une sœur, j'ai une blonde. Puis, tu sais, pour moi, il n'y a rien qui prévaut sur l'évolution
du droit et du contexte de la femme dans notre société. Là. Mais en contrepartie, j'ai quand même été élevé par une société beaucoup, justement, gars-filles, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, il y a tout le temps cette dualité-là de faire comme, hey, ouais. Fait que, tu sais, je trouve ça bien, des fois, d'avoir des discussions puis de s'ouvrir l'esprit, dans le fond, sur toutes nos influences, comment ils peuvent biaiser aussi notre rapport à l'identité, au sentiment, à l'émotion. Puis sûrement que quand on a des jeunes enfants, on l'a encore plus, ce clash-là de la réalité de notre société, à quel point elle est affichée. Ouais. Juste dans le fait que tu as un bébé habillé en jaune, tu sais, on sort souvent cet exemple-là, mais tant qu'on le vit pas comme parent, là, on dirait qu'on l'a pas, cette claque-là qui nous dit « Regarde à quel point c'est ancré profondément. » là. Le nombre de fois où mon fils s'est fait appeler petite fille bébé par son habillement, tu sais, je me dis, il y avait rien là, qui te nommait, qui était gars ou fille, mon enfant, puis toi, tu l'as déduit. Faut que ça soit vraiment profondément ancré. Fait un peu quand tu dis la bienveillance, là, c'est là que tu vois que de vouloir le déconstruire, oui, tu sais, puis de vouloir pas manifester, mais tu sais, oui, d'être à l'avant. Ça, c'est important, mais c'est vrai que c'est profondément ancré, donc le changement, il prend du temps, mettons. Là. Il est pas... Puis il y a des mots, des commentaires qui se veulent super gentils, tu sais, ou qui viennent de notre entourage, que tu disais tantôt, tu sais, mettons, plus vieux jeu ou tout ça. Ouais. Puis qu'on se rend compte que, tu sais, ça peut être violent, des fois, là, de recevoir... Genre, fais pas ta moumoune. Exactement. Oui, hein, puis là, il faut trouver des alternatives à ces expressions-là qu'on a. Tu sais, moi, mes coachs, quand j'étais là, ils disaient « Fais pas ta moumoune, lève-toi », puis on le prenait pas mal. On était comme, c'est vrai, je fais pas ma moumoune. Sûrement qu'on savait même pas l'expression venait de quel sens, tu sais, quand on est-ce qu'il voulait vraiment dire « Arrête de faire ton homosexuel ». Probablement pas, tu sais. Non, c'est ça. C'est quand même le message qui était véhiculé, tu sais, qui était associé à quelque chose de faible, de courir comme une fille, faire des push-ups de filles, faire des... Exactement. Puis le dernier volet, si on veut, c'est vraiment au niveau des organes génitaux, là, fait que le sexe biologique, dans le fond, qu'ils vont appeler là, sur le genderbread person. Puis ça laisse aussi place, tu sais, avant c'était très, très binaire, là, des organes génitaux mâles ou femelles. Mais maintenant, ça laisse place aux gens qui arrivent... au monde avec soit... tu sais, il y a des gens qui naissent avec une testicule, mais mettons à l'intérieur de leur corps, là, qui n'est pas nécessairement sortie, puis un ovaire. Fait que tu sais, il y a comme les deux gonades, autant féminin que masculin, si on veut, à ce niveau-là. Fait que ces gens-là, qui sont l'étiquette intersexe, si on veut, là, qui arrive, qui est aussi maintenant dans l'appellation LGBT++, là. Okay. Il est rendu avec le I pour intersexe. Ces gens-là, avant, pouvaient vivre beaucoup de violences sexuelles parce que les parents décidaient un peu vers quel sexe on va lui donner, mettons, pour le reste de sa vie. On décidait le genre, l'identité de genre qu'il allait avoir, dans le fond. Exactement. On décidait quel sexe qui allait être, qui était choisi pour l'enfant. Donc, on se disait, l'identité de genre va suivre le sexe biologique, tu sais. Fait que ces gens-là pouvaient vivre avec un très grand malaise toute leur vie, là, un très grand mal-être, parce que justement, il y avait cette incohérence-là, cette incongruence-là au niveau du sexe biologique puis du genre. Puis là, il faut comprendre aussi que, tu sais, c'était probablement pas fait par méchanceté, mais par la limite de nos connaissances à ce moment-là. Par le manque de connaissances. Ouais, puis tu sais... Puis nous, étant nous, tu sais, comme toi, tu l'as nommé, étant gars dans tous les sens, tous les sphères, moi, étant fille aussi, je considère dans tous les sens, peut-être que nous, quand on a reçu ces informations-là, on a fait comme, voyons donc, on n'a jamais su ça ou on n'a jamais été courant, mais les gens qui, eux, étaient dans cette situation-là toute leur vie, pour eux autres, clairement, c'est une révélation, puis comme une naissance de qui ils sont réellement, là, dans le fond, ça change tout pour eux. En fait, effectivement. C'est pour ça que c'est vraiment important. C'est une super belle image de renaître, justement, de pouvoir vivre dans quelque chose qui a enfin fait du sens, alors qu'il y a tout le temps eu une souffrance ou quelque chose qui était super inconfortable pour cette personne-là. Là, fait que, puis on l'avait mentionné aussi dans saison 1, puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Toutes ces certitudes-là, c'est pas nécessairement des certitudes, c'est évolutif. Donc, ça peut changer. Oui, exact. Comme c'est ça que... je pense que Julie, dans la saison 1, puis Zoé, expliquait, abordait. C'est évolutif, mais en tous les temps, c'est valide. Exact. Oui, c'est pas parce qu'aujourd'hui, je dis ça, puis que tu me dis, mais il me semble, il y a 2 semaines, c'était pas ça. On a 10 ans, vous le disiez. Pas ça, c'est ça. J'évolue, c'est valide, effectivement, t'as raison, c'est important.
Puis je pense qu'on peut remettre en question aussi le principe des coming out, venant de ça, à quel point on met l'accent sur le fait que c'est important, puis qu'une fois qu'on a comme notre réponse, il faut le partager. Mais quand on comprend le concept qu'on est une personne dynamique, on est un humain, on évolue, après ça, on peut se sentir mal de trouver une étiquette qui nous faisait plus de sens, qui nous ressemble plus. Je donne un exemple, quelqu'un qui s'identifie comme bisexuel, par exemple, à la base, puis finalement, en évoluant, en lisant, en partageant avec des gens de la communauté, se rend compte que... des expériences. Exactement, se rend compte que pansexuel fait plus de sens pour cette personne-là. Faut qu'il se réaffiche, là. C'est comme s'il fallait refaire un coming out, comme à chaque fois. Finalement, gang, j'ai réfléchi à ma situation, puis je vais y aller vers ça, finalement. Mais elle n'a pas à nous partager ça, en fait. Ben non, elle a vraiment pas à partager. Exact. Puis il y a des gens pour qui c'est super important de faire un coming out, je leur laisse, puis si c'est important pour vous, faites-le, Mais je pense qu'on se met beaucoup de pression par rapport à ça. On revient à ce concept-là souvent, là. Mais c'est comme la méthode à suivre ou la chose qu'il faut faire. Fait que là, on a comme le stress de faut que je trouve une étiquette qui fait du sens, à la limite pour les autres, puis pas tant pour moi. Exact. Je veux répondre à la pression externe. À la pression externe, à la exactement. demande qu'on me catégorise, tout ça, pour comme que les gens, après ça, se fassent « OK, elle a son étiquette, là, maintenant, on peut passer à d'autres choses. » C'est ça, exact. J'ai ma petite boîte, je peux la mettre dedans, c'est bon, je continue mon chemin. C'est ça, exactement. D'où l'expression, moi, je l'ai toujours trouvé très drôle, mais sortir du garde-robe, mettons. Oui. C'est vraiment, t'es dans une boîte, puis tu sors de la boîte, tu sais, du cadre rigide où t'es. Ouais. Coucou, c'est moi. Ça non plus, les jeunes, ils doivent même pas savoir de quoi. C'est un référent de radio des années 2000 à 2010, avec les grandes gueules, si vous voulez aller voir. Toi, là, t'essaies vraiment d'aller chercher les parents, dans le fond, c'est ça, je comprends. C'est mon objet, moi, je suis l'angle d'approche, moi, je cherche juste à ça. Dans Dr Love, c'est moi qui ancre les parents dans la discussion. Ouais, c'est ce que je fais. Mais là, moi, je veux faire un recap de tout ce qu'on vient de se dire, là, parce qu'on part du petit bonhomme pain d'épices, là, avec tout son petit genre, là. T'as ton identité de genre qui est dans ta tête. Alors, tu te réfères à une femme ou un homme ou non-binaire. Une espèce de spectre, exactement. Cette espèce de spectre-là, exactement. Fait que ça, c'est l'identité que toi, tu donnes, que tu vas genre cocher dans ton acte de naissance ou dans ton passeport. C'est un peu là. Je me souviens pas au niveau fédéral, provincial, les différences. Puis au niveau des actes de naissance, s'ils ont vraiment différencié genre et sexe. Je pense que ce que j'ai entendu dire, par exemple, pour le passeport, c'est plus compliqué parce que c'est pas tous les pays qui acceptent. Oui, c'est ça. Ces choses-là. Fait que je me souviens pas par cœur au niveau... On n'est pas rendu là encore. Je vais trop vite. On n'est pas rendu... En fait... T'es pas en tout sur la bonne piste. Voyons, Marie! Si je me trompe pas dans les documents provinciaux, en tout cas, puis même fédéraux, tu peux avoir homme, femme, puis X. Fait que, tu sais, X... OK, comme je nomme pas. C'est ça. Tu sais, ça peut être non-binaire, ça peut être... C'est ça. Fait que, tu sais, on a cette avancée-là, tu sais, que vraiment, on n'a pas toutes les cases qui existent, mais au moins, on n'est pas obligé de juste cocher soit mâle ou femelle. Faire un choix. Oui, OK, je comprends. Comme les prises électriques. Exact. Oui. Ben, alors, identité de genre dans notre tête. L'attraction, l'attirance, qui est romantique ou sexuelle, qui est comme deux choses différentes, en fait. Ton attirance sexuelle, c'est là où on détermine, en réalité, ton hétérosexualité, homosexualité, bisexualité, toute sexualité. Pansexualité, asexualité, etc. Ouais. Tout ce qui finit par sexualité. Même au niveau, par exemple, de ton attirance romantique. Même ça au niveau, pourrait être aussi là-dedans. Parce que, mettons que tu n'as pas d'attirance sexuelle, mettons que tu es asexuel, ben, tu es quand même un titre valide au travers de tout ça. Oui, OK. Tu as juste des attirances, par exemple, romantiques ou pas. Peut-être pas non plus. Peut-être pas non plus. Ouais. Ça veut dire que avec le cœur sur le petit bonhomme, en fait, c'est ton orientation un peu qui vient se référer à ça. Ouais, OK. Ouais. Puis ensuite de ça, on a biologiquement le genre qui t'est associé à la biologie. Le sexe. Oui, parce que ton genre, ça va vraiment être au niveau de ton identité. Puis la biologie, on va l'appeler le sexe. Le sexe. Ouais. Alors qu'il est... Le sexe, en réalité, lui, il est toujours va être féminin ou masculin, en fait. Non, il peut être les deux. Il peut être les deux, mettons les c'est vrai de nommer. Mais non, mais c'est pour ça que je veux faire un recap un peu, là, pour être sûre. Ouais. OK, c'est bon. Puis ensuite, tu as ton expression, qui est tout dans le style, dans ce que tu démontres, dans ce que tu représentes dans la société, physiquement, ou dans ton habillement, ou dans ta posture, dans le fond. Oui, exactement. On a fait le tour? On a fait le tour, c'est exactement ça. Wow! On a-tu une dernière petite affaire à démystifier ou on a fait le là, je sais pas combien de temps il nous reste.
5, bon, on va le défaire vite. Quelque chose que j'ai l'impression que je surprends souvent les gens, mettons, en suivi, surtout au niveau des... c'est plus des adultes que j'ai, de venir différencier entre orgasme et orgaste. C'est 2 choses différentes. Oh mon Dieu, 5 minutes, top chrono, Rosalie. J'y vais. Ça. OK. Mais, tu sais, pour le faire très, très simple, au niveau de l'orgasme, on parle de quelque chose qui est vraiment physiologique, une décharge physiologique. Fait que c'est dans ton corps que tu vas le ressentir. Chez les gens qui ont un pénis, on va le voir par l'éjaculation, par exemple. Fait que c'est vraiment au niveau physique. Au niveau de ceux qui ont un utérus, un vagin, il va y avoir des contractions au niveau de l'utérus, par exemple, tout ça. C'est vraiment au niveau du corps. L'orgaste, on va le différencier que c'est quelque chose qui va se passer beaucoup plus au niveau psychologique. Fait qu'au niveau du plaisir, tout ça, de l'espèce de montée de plaisir au niveau de la relation sexuelle, il va y avoir des oscillations parfois, ça peut monter, ça peut maintenir en plateau. On peut ne jamais avoir d'orgasme. Fait que, tu sais, physiologique, physique, ton corps n'aura peut-être pas nécessairement ça, mais tu peux très bien atteindre un orgaste au niveau psychologique. Qui est tout aussi satisfaisant, dans le fond. Qui peut être tout aussi satisfaisant, exactement. Alors ça veut dire, ce que tu es en train de nommer, c'est que, dans le fond, l'homme... Ben là, je nomme l'homme parce qu'encore une fois, on est dans la relation hétérosexuelle dans ce que je dis, là, mais... Tu sais, l'anxiété de performance, là, d'être sûr, l'homme a cette pression-là, peut-être par la pornographie, comme on parlait dans les épisodes précédents, ou quoi, de satisfaire, exemple, la femme, puis d'avoir l'impression que si elle n'a pas eu d'orgasme, elle n'a pas eu de satisfaction. En réalité, dans ce que tu nommes, c'est que quand elle te dit que c'était bon, que tout est beau, puis que c'était super, ben ça peut être valide ce qu'elle dit parce qu'elle peut avoir ressenti l'orgaste que tu nommes. Mais ça peut être aussi un mensonge. Qui le sait? Personne. Ça se passe tout dans notre tête. Puis c'est là où, en fait, chez l'homme, des fois, c'est plus difficile à camoufler s'ils ont eu ou non un orgasme. Donc, la question vient moins souvent envers l'homme qu'envers la femme, en fait. Mais j'aime ça. Parce que c'est plus observable. Oui, c'est ça. Exactement. Comme les dick pics puis les vulve pics. Puis c'est souvent aussi vu comme la finalité un peu d'une relation sexuelle, qui aille l'orgasme masculin, par exemple, qui a une éjaculation, c'est comme, bon, ben c'est terminé. C'est fait. C'est comme l'objectif. L'acte est complété, c'est ça. Ouais. Ah, ouais. C'est beaucoup, justement, là, dans la pornographie et tout, comme, c'est un peu ça le but, en fait, de la relation sexuelle. Mais effectivement... Mais c'est triste quand même. Ça aussi, c'est à changer, puis c'est sûrement un processus, là. Je dois pas sortir ça de l'univers avec mon illumination, mais c'est quand même triste de se dire que si tu as une relation sexuelle dans un couple, c'est dans le but d'atteindre cet objectif-là pour comme faire plaisir, si on veut, à l'homme dans sa finalité. En réalité, ça devrait pas être ça. En réalité, si tu as une relation sexuelle, c'est parce que toi aussi, tu en as envie, puis toi aussi, tu as un besoin à combler et tu réponds à ce besoin-là à toi en premier lieu avant de répondre aux besoins de l'autre, dans le fond. Ben, ça dépend. Des fois, dans les relations... tu sais, dans une relation, des fois, tu peux vouloir te faire plaisir à toi avec l'autre personne, mais des fois, tu peux vouloir faire plaisir à l'autre personne. Ça peut être ton intention aussi. Ah, ben oui, je comprends ce que tu dis. Tu as tout à fait raison. C'est ça, mais tu dis de la merde, là, d'abord. Non, mais c'est dans le sens que, tu sais, c'est pas d'associer que si... Je pense à l'ado, mettons, tu n'as pas une relation sexuelle avec ton chum parce que ton chum seulement le veut puis que tu dis, je vais en avoir une pour lui faire plaisir puis pour qu'il arrive à ses fins, mettons. On va le dire de même. Non, mais c'est parce qu'à sa finalité. À son orgasme. À son orgasme, tu as raison, on peut le nommer. En fait, tu sais, c'est pas juste ça, là. Toi aussi, tu as le droit d'avoir du plaisir, puis tu as le droit d'avoir une attente de plaisir qui t'amène aussi à un orgasme, mettons. Ou peut-être que vous pouvez avoir une relation sexuelle sans que personne n'ait eu un orgasme, mais que vous ayez eu du plaisir, un échange, puis que vous avez été bien là-dedans, puis que ça vous a fait du bien quand même à vous dans toutes les sphères qu'on peut nommer biologiques, physiologiques et psychologiques, dans le fond. Oui, exactement. C'est plus vers là que je voulais... Est-ce que tu es d'accord avec ce que je suis en train de dire? Moi, j'ai arrêté de t'écouter, je sais pas ce que tu as dit. Mais je pense qu'il faut être... Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il faut être prudent dans nos impératifs. Mettons, tu sais, faut pas se dire « faudrait que je fasse ça » ou « je devrais faire ça ». Je pense que c'est plus de laisser la place à la discussion qu'il n'y a pas juste une façon de faire. Parce qu'effectivement, il y a des gens pour qui leur plaisir peut être beaucoup axé sur le plaisir de l'autre. Tu sais, t'as raison, là, Sébastien, dans ce que tu dis, mais je pense que c'est important que tout le monde soit consentant. Tu sais, dans ça, que tout le monde soit au courant de la finalité, de quoi on s'attend. Puis ça revient à ce qu'on parlait, tu sais, l'autre épisode par rapport à la première fois. De se mettre la pression, puis tout ça, on est toutes là. Ouais, on revient un peu à la boucle, dans le fond. Fait que, tu sais, je pense pas que c'est de se dire, faut juste que ce soit pour mon plaisir en premier, après ça l'autre. Faut juste que ce soit pour le plaisir de l'autre, après ça le mien. Je pense juste que c'est de se poser la question,
à chaque fois, qu'est-ce que j'ai envie en ce moment? Oui, c'est ça. Est-ce que je suis bien là-dedans? Exactement. Donc, l'épisode, malheureusement, devra se terminer sur ça. Merci à l'École d'Iberville de nous avoir prêté leurs locaux pour ce tournage. Merci à toi, Rosalie, d'être venue, de nous avoir appris tant de choses. Merci à Shani, maître en ces lieux de la technique. Merci à toi, Marie, de nous diriger dans tous les aléas de le sexe. De rendre ça compliqué. Et voilà. Et merci à toi, Sébastien, de si bien animer toutes ces émissions à chaque fois. Ça fait plaisir. Et finalement, merci à TVC9 qui nous offre l'opportunité de faire ces épisodes-là. Donc, on se revoit au prochain épisode. Si on parlait de sexe, bébé, sans avoir peur de s'exprimer, Dr. Love est expert et puis c'est ça que c'est le temps de s'installer pour parler de le sexe.